Donc ça, c'est Ghost in the Shell, hein, qui est 2017, donc je l'ai dit, hein, j'ai petites incursions d'images du futur, mais vous verrez qu'en en fin de film, vous verrez qu'il y a une cohérence globale entre ces images-là qui sont des projections dans la ville de futur, et puis ben, ce qu'on commence à voir dans les grandes capitales du monde entier. Voilà. Donc ça, par contre, c'est à nouveau des images réelles, hein, donc des images de gratte-ciel, hein, comme à Chicago, à New York, Singapour. Voilà, Skyscrapers, Patoun et voilà, Singapour aussi, hein. Voilà, donc ça, c'est 3 images de Total Recall, là, de 2015, hein. Donc là, on est dans les autoroutes du futur, on est pareil dans les skyscrapers, et les autoroutes sur plusieurs niveaux, les voitures volantes, l'acquisition vraiment de la 3e dimension avec le mélange des voitures et des hélicoptères. Mais on n'est pas très loin de ce que Airbus, par exemple, commence à faire en termes de prospective commerciale sur l'hélicoptère du futur qui va amener d'un point A qui est au niveau du sol à un point B qui est en haut d'un building, ou alors la livraison de la pizza au 36e étage de sa tour, quoi. Voilà, par un drone. Voilà, donc ça, c'est encore Total Recall. Bon, ça, les images de bouchons, vous connaissez tous, hein. Il y en a des pires, il y en a des moins pires, mais celles-ci sont assez démonstratives. Voilà, ça c'est l'Inde. L'Inde, connue pour ses bouchons, hein. Moi, je suis allé 2 fois à New Delhi. Je dois dire que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, c'est les photos du 5e élément. Donc avec cette tendance générale qu'avaient les créateurs de films et les réalisateurs d'imaginer la ville en 3D avec des transports en 3D, une superposition des gens les uns sur les autres. Et on a même un saut magnifique de Mila Jovovich qui va voilà, descendre au fin fond de la ville. Là, on a des photos de population, hein, puisqu'on arrive dans les villes à des densités assez importantes, hein, alors de 20 000 habitants du kilomètre carré. Voilà, c'est Suzu. J'en ai en Europe, il y en a enfin, voilà, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça, mais c'est bien de le rappeler. Ça atteint quand même, notamment en Inde, des proportions assez incroyables, à tel point que, enfin, pour l'avoir vécu en Inde, on se demande comment la notion de vie privée peut être encore, voilà, ou d'intimité peut avoir cours, hein, tellement c'est compliqué de trouver des endroits où on est seul. Voilà, ça c'est New York. Voilà, donc ça c'est Blade Runner 82. Donc pour ceux qui ont vu le 2049, vous reconnaissez les images. Voilà, bah, toujours pareil, hein, sur les mêmes thèmes, hein, le Skycrapper, les gratte-ciel et l'augmentation de la densité. Alors par contre, j'insiste un peu aussi quand même sur la pollution, parce que la pollution des villes, c'est quand même un phénomène assez incroyable. Donc on est sur Ulaanbaatar, mais en Asie du Sud-Est, hein, il y a quand même vraiment des problèmes incroyables avec des seuils d'alerte qui viennent maintenant. On fait rentrer les enfants de l'école, on les rentre chez eux. Et puis il y a même des jours à Shanghai où ben, il n'y a plus personne qui sort dehors. On doit se calfeutrer chez soi avec des masques et puis tourner sur les recycleurs d'air, quoi. Donc ça, voilà, c'est une réalité de la dégradation de la qualité de la vie. Là, on est sur New Delhi, hein, donc pareil, connu pour ses vapeurs, ses pollutions. Là, on est en Norilsk, c'est en Russie, c'est dans l'est de la Russie. Voilà, donc, et pour terminer, Metropolis, Fritz Lang, 1927, qui avait lui aussi anticipé cette ville qui se superpose avec toute cette population qui se densifie, et la ville qui part à l'assaut de la 3e dimension. Voilà. Donc il y a vraiment une cohérence au niveau de l'imaginaire et au niveau de ce qui se passe dans la vraie vie à l'heure actuelle sur les villes. Et on peut se dire, bah oui, on peut se dire, bah, ces villes-là que nos cinéastes et réalisateurs ont imaginé il y a plusieurs années, même plusieurs décennies, c'est quand même cette ville-là qu'on est en train de construire. Donc est-ce que c'est ça qu'on a envie de construire? Voilà. Bon. Là, c'est deux slides, là, celui-là et celui d'après, qui sont tirés du Courrier international, qui sont l'emplacement en fait des futurs mégalopoles. Donc c'est les carrés rouges avec des noms nouveaux qui apparaissent, hein, puisque là on voit, si on part de la gauche, San qui est l'abréviation du regroupement de San Francisco, San Diego, Boswash sur la côte est des États-Unis, donc Boston, Washington. Là, on l'a pas marqué, mais il y a Chicago, Pittsburgh dans le nord des États-Unis, et puis enfin même 3, je dirais, mégalopoles en cours de création à l'est, donc le couloir de Tokaido qui est au Japon et qui est en fait, le Japon est en train de devenir un immense couloir urbain. Le delta du Yangtze et le delta de la rivière des Perles
Donc Yangtze, c'est Pékin, nord-est de la Chine. Rivière des Perles, le sud-est de la Chine. Donc c'est vraiment des villes qui sont en train de regrouper des agglomérations urbaines qui ont déjà plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et on imagine, avec un certain degré, un degré important de certitude, que ces mégalopoles deviennent des cités de 100 à 200 millions d'habitants. Et donc là, sur cette slide, vous voyez, on voit, par exemple, en Californie, là, on voit bien le phénomène, voilà, San José, San Diego, donc avec deux grands cercles. Et donc ça c'est une agglomération qui est amenée à être continue sur 300 km de long et avec des prévisions de 100 millions d'habitants. Pareil sur la côte est, là, New York, Boswash, donc New York, Boston, Washington, et puis Chippewa, donc la région des Grands Lacs, la région de Chicago. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu là où on en est au niveau des villes. Donc un constat quand même aujourd'hui avec de très fortes concentrations, des villes de plusieurs dizaines de millions d'habitants, un imaginaire qui a l'air de tendre vers ce que nos cinéastes ou nos réalisateurs ont pu imaginer il y a quelques années. Et puis des visions assez claires de regroupement de mégapoles qui iraient vers des cités de 100 millions à 200 millions d'habitants. Donc voilà, où est-ce qu'on se situe là-dedans. Voilà, donc ça, c'est la fin du premier film. Donc les conclusions, c'est que les conclusions qui sont en débat ouvert, hein, bien sûr, hein, mais c'est quand même que donc on est dans un système où l'environnement commence à toucher un petit peu ses limites. Hein. On en a un petit peu tous conscience à cause de la concentration des nuisances, à cause des trous dans la biosphère terrestre, et puis à cause de l'allongement des distances de transport, puisque plus la ville augmente, plus il faut aller chercher les ressources soins. Enfin, on a vu ça avec la globalisation, évidemment. Alors, est-ce que ça doit s'arrêter? Comment ça peut s'arrêter? Alors, il y a deux phénomènes qui sont peu limitatifs, et je fais référence à une question qui m'a été posée il n'y a pas longtemps. C'est est-ce qu'il y a une densité critique pour la ville? J'étais un peu pris au dépourvu par cette question, et puis en fait, la réponse que j'ai faite, c'est la suivante. En fait, il n'y en a pas. Je pense que la densité de la ville, c'est celle qu'on est en mesure, nous, en tant qu'êtres humains, de vouloir accepter. Pourquoi? Parce qu'on vit déjà avec une certaine dose de déni, et heureusement, parce qu'on a peur des catastrophes naturelles, on a peur de ce que peut nous arriver dans le futur. Et si on ne fait pas de déni par rapport à ça, on ne vit plus. Hein. Donc, de tout temps, il y a des gens qui ont fait l'agriculture au bord de volcans, il y a des gens qui habitent sur la faille de San Andreas, et puis ils vivent très bien, et puis ça continue comme ça, et puis ils n'y pensent pas tous les jours. Et heureusement, puisque c'est ce qui permet le développement de l'humanité. La deuxième chose, c'est la résilience. Et la résilience, c'est la capacité extraordinaire que l'homme a à s'adapter à tout. Et pour preuve, un petit extrait d'un bouquin que je viens de lire sur les traces de Paul-Émile Victor. Et en fait, où il relate qu'aujourd'hui, pour les Inuits, pour les Esquimaux, le réchauffement climatique, c'est pas tellement un problème. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont subi qui ont eu des conditions de vie qui étaient tellement difficiles, tellement compliquées, et qui ont dû s'adapter tellement au cours de leur existence que bon, voilà, il y a moins de glace, on revend nos chiens, on achète des bateaux, puis un jour il y a plus de glace, donc on rachète des chiens pour faire venir les touristes. Mais c'est des gens, ils sont pas inquiets parce que, encore une fois, la résilience et la capacité d'adaptation de l'homme est absolument extraordinaire. Donc, voilà, en fait, c'est plutôt en termes de nous, comment humainement et socialement on peut se projeter dans l'avenir, et quelles limites on donne à ça. Voilà. Au niveau donc ça c'était le premier point, environnemental. Deuxième point, c'est quand même un niveau social. La ville telle qu'elle se constitue, elle perd de sa granulométrie sociale à cause de la pression urbaine, de la pression fiscale, et puis de la richesse qu'il est nécessaire pour vivre en son centre, avec voilà, une pauvreté qui est rejetée à l'extérieur. C'est un phénomène qu'on retrouve partout dans le monde, c'est un phénomène universel. Donc
Comment traiter ça. Et puis, il y a aussi un point commun qu'on voit dans tous ces reportages-là, c'est l'élévation, la superposition des gens. Bah oui, parce que les terrains diminuent, la ville se concentre, etc. Et ce qui avait posé du doigt à Friesland en 1927, c'est ça, c'est comment la stratification sociale se fait en fonction de la lumière, quoi. Et donc, globalement, aujourd'hui, à Hong Kong, il y a déjà des gens qui vivent dans les sous-sols, qui habitent dans les sous-sols, donc qui ne voient plus la lumière. Si on rajoute des immeubles, qu'on rajoute encore des couches, qu'on rajoute des circulations, etc., quelle fortune il faudra pour avoir de la lumière. Voilà, donc ça, c'est une vraie question et qui intervient bien évidemment dans la conception du terranisme. Le troisième point, qui est pas négligeable, c'est un point de vue économique, puisqu'au niveau de l'économie, la concentration de la ville et surtout la complexité qui s'accompagne de la concentration de la ville amène la stagnation économique. Donc ça, il faut bien avoir conscience de ça. C'est que même dans un pays comme la Chine ou comme l'Inde, ou des gens qui ont des croissances à deux chiffres, ces croissances, elles finissent quand même à passer à un chiffre et à zéro, à des fractions de chiffres, parce que la croissance atteint un plafond et la complexité qu'il faut mettre en œuvre pour assurer nos systèmes et nos fonctionnements économiques et de vie administrative pour pouvoir faire fonctionner tout ça, font que, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire un projet urbain sur Paris, maintenant, il faut entre 10 et 15 ans, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de fluidité, il n'y a pas de facilité, et donc c'est effectivement difficile d'imaginer le développement comme ça. Voilà. Donc on va passer au deuxième film sur le terranisme, voilà, de l'Île-de-France. Voilà, donc je vais faire un tout petit rappel sur les chiffres de l'Île-de-France. Donc vous verrez, c'est ce qu'on connaît en Île-de-France, hein, pour ceux qui sont franciliens, bien sûr. Donc qui est loin d'être aussi forcément catastrophique dans les films de science-fiction ou dans certaines cités du monde, mais qui quand même attire la vigilance, d'autant plus qu'on peut imaginer des flux migratoires dans les années qui viennent. Donc l'Île-de-France, 2017, 12 millions d'habitants, 12 000 km². Voilà, c'est donc quand même 1281 communes, 4 millions de parcelles de cadastre et 9 millions de locaux. C'est aussi pour illustrer la complexité et le morcellement auquel le terrain est arrivé sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. C'est 1000 km de réseau principal, on veut dire, hein, de routes utilisées par 4 millions d'usagers, hein, avec des points de trafic qui atteignent 300 km de bouchons par jour. Voilà, c'est ce qui est sur Internet, hein, tous les jours, hein. Alors pendant les périodes de vacances, ça monte à 600, c'est les journées exceptionnelles. Les journées exceptionnellement hautes, c'est 5 à 600 km. Voilà. 27 000 km de transport public, avec un temps moyen de transport en Île-de-France, alors selon les sources, entre 60 et 85 minutes. Ça veut dire qu'en fait, il y a une bonne proportion de gens qui mettent entre 3 et 4 heures pour aller et revenir du boulot. Voilà. C'est aussi 3 jours d'autonomie alimentaire, ce qui est quand même très faible. Ça veut dire que si on coupe les ponts de l'alimentation de Paris, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien dans les magasins. C'est 100 millions de tonnes de CO2 par an en 2017 et une consommation électrique de 350 TWh, soit l'équivalent de 15 centrales nucléaires. L'image sur laquelle on est là, c'est donc une image satellite de Paris, qui se veut illustrer justement la puissance dégagée et la chaleur dégagée par Paris dans l'Île-de-France. Et j'ai regardé un petit peu dans les archives météo, on constate quand même globalement qu'il y a 5 degrés de différence entre Paris, enfin entre les stations météo de Paris et les zones de campagne à 50 km de Paris. Donc on a une vraie pointe de caractéristiques extrêmes dans la biosphère. Et là, en ce qui concerne le dégagement de chaleur, oui, Paris, comme toutes les autres villes qui concentrent ces nuisances et ces ressources, participe aussi, bien sûr, au réchauffement climatique. Voilà.
Donc là, je montre quelques images qu'on connaît bien et qui font partie de notre quotidien, parce que l'idée, voilà, c'est de trouver des solutions qui permettent un petit peu de sortir de ça. Donc on a vu les bouchons, là on a vu les transports, bon là on voit la pollution en Île-de-France, ça c'était l'hiver dernier. Ça, c'est des images spectaculaires, mais bon, toutes les semaines, on dépasse les pics de pollution en Île-de-France, hein. On n'en parle pas à la radio, évidemment, parce que c'est quand même, mais c'est quelque chose qui est fréquent, hein. Bon, de temps en temps, on voit marqué sur le périphérique rouler à 50, bah, c'est qu'on est dans ces cas-là. Voilà. Donc, on se place en 2075 maintenant et tous les problèmes sont résolus grâce au terranisme, évidemment. Et la première étape, ça a été d'anticiper le territoire, c'est-à-dire de donner une affectation au terrain dans le vue, dans la vue et l'objectif d'organiser le territoire pour que les activités humaines soient compatibles avec la biosphère terrestre. Voilà. Donc ça commence par la réservation du terrain d'une première ceinture de forêt, qui serait la liaison d'espaces verts et de forêts qui sont existants autour de Paris, on va dire entre le périphérique et puis la 86 ou juste au-delà de la 86. Donc pour l'instant, je ne parle pas de planter, je parle de réserver des terrains. D'accord. Et c'est déjà un exercice compliqué parce qu'il faut se battre dans chaque rue pour essayer de trouver une continuité. Et ce serait une espèce entre guillemets, une limite symbolique à ne pas franchir pour mettre un frein à l'inexorabilité de l'expansion urbaine. Alors on va voir que ça, on peut pas dire on arrête et puis on fait rien, mais déjà pour que le développement soit viable et arrêter cette extension tentaculaire qui justement concentre les nuisances, on fait déjà une étape et on dit bon là stop, ok, on met de la forêt et la ville elle ne s'étend plus. Donc ensuite, il y a une deuxième ceinture qui correspond à du terrain réservé pour les énergies renouvelables. On va en parler plus dans le détail un petit peu après. Voilà. On a une troisième ceinture qui correspond à l'agriculture biologique locale ou la micro-agriculture intensive. Donc je fais juste une petite digression parce qu'en 1850, Paris était autonome en production légumière toute l'année, avec des maîtres maraîchers qui étaient des spécialistes en la matière, qui ont été évidemment repoussés hors de Paris, mais même par l'agriculture maraîchère qui a été faite hors de Paris à cause de la pression foncière. Et c'est donc c'est une vraie culture, un vrai savoir qui s'est perdu et qui revient aujourd'hui par les États-Unis et par l'Angleterre sous la forme de permaculture. Mais à l'époque, enfin en 1850, il y a donc des gens qui avaient un jardin. Enfin, il y a une station de métro qui s'appelle Maraîcher, hein, et qui allait jusqu'à Belleville. Il y avait, je crois, 5000 parcelles de jardin qui cultivaient amoureusement avec des gens qui se relevaient la nuit pour mettre des cloches pour pas que leurs légumes gèlent et qui approvisionnaient Paris toute l'année, y compris l'hiver en culture maraîchère, alors, ce qui paraîtrait impossible maintenant et ce qui est absolument incroyable et qui est vraiment à noter, quoi. Voilà. Donc ensuite, on a une deuxième ceinture de forêt, parce que vous allez le voir un petit peu plus tard, mais la forêt, c'est quand même la, 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 la condition la plus aisée de pouvoir pallier à la production de carbone due aux activités humaines. Donc oui, il faut réserver du terrain pour la forêt, oui, il faut planter des arbres, oui, il faut enfouir du carbone dans le sol, et oui, il faut produire de l'oxygène. Voilà. Et donc on a stoppé l'extension de Paris avec cette ceinture de forêt. Mais autour de l'île de France, on crée donc les cellules de terranisme que vous voyez en train de s'afficher. Elles sont toutes affectées à une des grandes villes ou déjà métropoles qui sont autour de Paris. Donc si on fait dans le sens des aiguilles d'une montre, on a Orléans, Chartres, Rouen, Amiens, Reims, Troyes et puis Auxerre. Chaque cercle en pointillé fait à peu près 80 km de diamètre pour une circonférence de 240 km de long. Et l'idée, c'est de faire habiter 3 millions de personnes par cellule. Voilà. Donc, on va regarder dans le détail un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais zoomer progressivement sur la région d'Orléans, où j'ai fait une simulation de comment mettre en place le début du terranisme à partir d'une ville existante.
Voilà, mon objet aussi, c'est de montrer que le terranisme s'applique effectivement à des villes ex nihilo, hein, c'est-à-dire qui seraient construites dans le désert, enfin, à partir de rien, mais elle s'applique aussi aux structures urbaines existantes, de manière à les développer différemment dans le sens de cet équilibre entre biodiversité et activité humaine. Voilà. Donc là, je passe. Voilà, donc là, vous voyez des petites taches de jaune là qui apparaissent. Donc c'est l'aire urbaine hein, qui commence. Là, vous avez donc là à la suite. On peut démarrer l'aire urbaine, ensuite tout de suite vient les transports. On a remarqué que, enfin je dis on, mais en fait c'est les spécialistes des transports remarquent que quand on crée des transports de part et d'autre d'un endroit, il y a des exemples comme ça par exemple à Marrakech, des exemples qui sont arrivés un peu par hasard, mais deux autoroutes urbaines qui sont faites à 2-3 km de large, et entre les deux, eh ben, on voit la ville qui pousse, quoi, et qui se construit de manière assez naturelle, sans traumatisme, et ça se fait de manière assez fluide. Voilà, donc c'est les transports. Ensuite, la ville, bah, évidemment, elle peut se développer. Là, c'est une bande que j'appelle PWM, donc ça veut dire Power, Water and Material Area. C'est-à-dire en bordure de la bande urbaine, de l'aire urbaine, une zone qui serait, on va dire, entre guillemets, semi-industrielle, mais dans laquelle on pourrait produire de l'énergie renouvelable, hein. Je fais écho au terrain qu'on a réservé dans la première partie. Toute la partie donc alimentation et traitement d'eau, d'accord, aussi bien pour la culture que pour la ville. Et puis M comme matériau pour tout ce qui est le recyclage des matériaux et les allers-retours entre l'aire urbaine, les déchets, son recyclage, le retour vers l'aire urbaine, etc. Voilà. Donc là, l'aire urbaine se développe tranquillement. Il y a une zone de biofuel. Alors pourquoi biofuel? Parce que ça connote pas toujours bien dans un discours. Mais l'idée, c'est que on a quand même un souci dans le développement du tous électrique, c'est la batterie et le stockage de l'énergie. Donc l'idée, c'est qu'il vaut peut-être mieux faire tourner un moteur à un piston de temps en temps avec du biofuel pour écréter les pointes, parce que le problème de l'électricité, c'est souvent ça, hein, c'est un problème de crête et de puissance de crête. Plutôt que de partir dans un système où il faut des batteries partout, quoi. Voilà. Donc l'idée du biofuel, c'est d'écréter les pointes et de pouvoir au maximum limiter l'usage de la batterie. Voilà. Donc ensuite au nord, on voit l'agriculture, la micro-agriculture intensive locale. Voilà, il y a beaucoup de littérature autour de ça, mais bon, globalement, le concept, c'est que la culture intensive locale au milieu des arbres est possible avec un mélange très savant et qui offre des rendements spectaculaires, supérieurs aux rendements industriels éventuellement contre toute attente, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même pas dénué de sens. Et dans lequel on peut mettre les animaux dans les forêts. Les forêts, ça peut être des vergers, donc on peut avoir des fruits, et juste à côté, on peut avoir de la culture maraîchère, etc. Alors, il y a des choses pour lesquelles c'est plus compliqué, notamment la culture céréalière ou la culture du lin ou du coton, etc. Mais il y a quand même énormément de choses à faire en local et avec des taux de rentabilité et de production qui sont très intéressants. Voilà. Donc on va finir notre petite aire urbaine sur de la forêt, encore de la forêt, toujours de la forêt, donc plantons des arbres. Grosso modo, les chiffres hein, avec lesquels le terranisme est construit, c'est 1700 mètres carrés d'agriculture par habitant. 400 mètres carrés pour toute la partie PWM, hein, donc la production d'électricité, l'eau et puis les matériaux. Et puis l'équivalent en agriculture, en vraie nature, c'est-à-dire en forêt, pour compenser les activités humaines. Voilà. Et la forêt qui aide aussi, bon, pas le temps de tout développer, mais au redéveloppement des espèces, hein, toutes les espèces animales et la microbiologie ben, qu'on est en train de perdre, enfin, à cause des pesticides, de la monoculture, etc. etc. Voilà. Donc j'appelle ça la true nature. Voilà, donc je vais faire un petit zoom encore sur la ville.
Et sur l'aire urbaine, pour comprendre comment tout ça, s'articule, juste une petite seconde. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'aire urbaine. Donc les morceaux, hein, les morceaux de puzzle que vous voyez, ce sont des lotissements, enfin des lots par un, donc des groupes qui seraient éventuellement donc des groupes d'immeubles de 4 à 6 étages sur lesquels il pourrait y avoir de la culture sur les toits. Vous voyez au nord la partie agriculture, micro-agriculture intensive, et au sud la partie forêt. Et entre les deux, ben, on va faire le détail là, mais donc la partie donc, PWM. Voilà, donc ça commence comme ça, avec au sud, vous voyez The Lane. Donc The Lane, c'est une voie qui pourrait être accessible, c'est l'extérieur, là on est du côté extérieur de la cellule de terranisme. C'est une voie accessible aux voitures, aux camions, etc., pour alimenter la ville. Et tout de suite après, on a donc les super trains. Donc, voilà, donc les super trains, c'est ce qui borde l'aire urbaine. L'aire urbaine fait 2 km de large, donc on peut aller à pied d'un côté ou de l'autre, et sachant qu'on peut y aller à pied ou avec voilà, des systèmes de transport électrique pour les personnes à mobilité réduite, ou comme des chariots électriques pour approvisionner les magasins, etc. Enfin, voilà. L'idée, c'est d'essayer d'imaginer la ville du futur sans voiture à l'intérieur de la ville. Voilà. Alors bon, ça peut être paraître compliqué, mais il y a aussi des solutions, il y a aussi des solutions possibles, si tant est que c'est vers cette direction qu'on veut aller. Enfin, on voit qu'il y a quand même des tendances, hein, puisqu'aujourd'hui à Paris, nettement, la tendance, c'est de supprimer les voitures du centre-ville. Alors, j'ai fait une petite erreur. Voilà, je reviens sur mes pages, juste une seconde. Voilà, donc ensuite, la partie donc PWM avec le traitement d'eau. La partie panneaux solaires et éoliennes, les dépôts de matériaux qui viendraient de l'aire urbaine et qui correspondraient à tout ce qu'il faut stocker en termes de matériaux à recycler, les usines de recyclage, ou voilà, les unités qui permettraient donc de recycler tous ces matériaux et de créer une espèce de cycle entre l'aire urbaine, les activités humaines, l'extérieur et l'intérieur. Voilà, les cellules de production de biogaz. Donc en fait, il y a tout un tas de matériaux organiques qui permettent de produire du gaz et de l'électricité aujourd'hui, hein. C'est la biomasse, c'est les excréments des animaux, c'est les nôtres, c'est tous les matériaux organiques qu'on coupe, c'est tous les déchets des végétaux, des légumes, etc. Donc tout ça, ça peut évidemment faire du gaz et produire de l'électricité. La production d'électricité, qui serait donc comment dirais-je, le point de convergence de ces différentes sources de production, et qui, avec la complémentarité des unes et des autres, et le biofuel permettrait de lisser les crêtes et d'avoir potentiellement une consommation électrique qui n'aurait pas besoin de stockage du genre batterie. Et puis voilà, donc là, on a l'aire urbaine qui peut se construire tranquillement. Alors tout ça, c'est au fil du temps, hein. Pour réserver les terrains, il faut le faire 10-15 ans avant, si on veut pas jeter les gens, évidemment. C'est vraiment pas du tout le but, hein. Donc on réserve, c'est vraiment une organisation, c'est vraiment une anticipation, hein. C'est dire, ben voilà, on veut aller vers là, on a un plan directeur parce que on est conscient que la clé de la ville du futur, c'est ça, et de l'organisation du territoire dans le but de rendre compatibles justement les activités humaines et les biosphères terrestres. Et donc, pour faire ça, on réserve les terrains. Et après, au fur et à mesure du temps, les terrains se libèrent, la ville se construit et on rentre dans un cercle vertueux, pardon, où l'un permet l'autre. Deux caractéristiques importantes donc de l'ère urbaine, c'est qu'elle est imaginée comme une cité éponge, c'est-à-dire que c'est une cité qui laisse passer l'eau, en fait, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on évacue, on a un besoin crucial d'eau et de remplir les nappes. Les aires urbaines, aujourd'hui, elles augmentent sur des centaines de kilomètres carrés, ça devient des nappes étanches. On rejette l'eau à des kilomètres alors qu'on ferait mieux de les garder dans le sol. On a des problèmes de lessivage de sol, des problèmes d'érosion qui sont générés par ça. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser pouvoir. Alors il y a plein de technologies hein, pour faire ça, mais c'est pas très compliqué hein, d'ailleurs, hein, mais ça, c'est un point important. Et la ville, elle est piétonne,
Enfin, du moins dans l'idée, même si effectivement des transitions vers des villes comme ça demanderaient dans un premier temps une adaptation à la voiture et puis un retrait potentiel, progressif de la voiture pour se rattacher au transport en commun. Je rappelle que les transports en commun, il y aurait un arrêt tous les 500 mètres. Les super-trains, c'est des trains qui seraient 2 fois plus larges, qui auraient des capacités 2 fois plus importantes que celles d'aujourd'hui. Il y aurait 2 fois 2 voies de manière à dans le même sens, avoir des basses vitesses pour faire des arrêts tous les 500 mètres et des grandes vitesses qui permettraient de faire des plus grands arrêts. Le tour d'une cellule de thermisme, c'est 240 km, donc ça fait 1 heure à 120 km/h. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, on pourra faire le quart du tour. Et j'en profite pour faire la transition, mais avec ça, on va voir la fin voilà, donc, de la construction de l'aire urbaine, avec les aires de loisirs sur les côtés, bien sûr, qui peuvent permettre d'installer les terrains foot, les aires de jeu, les terrains de pétanque et les aires de construction de cabanes pour les enfants. Voilà, donc là, je déroule la ville tranquillement. Normalement, j'ai un verre d'eau là, mais j'ai pas de verre d'eau, Pierre. Non, 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 vraiment, je plaisante, hein. Voilà, non, mais c'est parce que j'avais juste 5 secondes là, c'est pour ça, avant la slide suivante. Voilà, et donc, du coup, je fais la transition avec un point qui est très important et qui est aussi un des facteurs crucial pour obtenir la limitation des déplacements et une grande résolution dans les disparités sociales et l'exclusion, c'est la ville diversifiée. Voilà, la ville est diversifiée. Ça veut dire que si on prend là le noir, le gris que vous voyez apparaître à l'écran, le jaune, le bleu, chaque couleur correspond à une fonction, c'est-à-dire que globalement, si le jaune c'est les logements, ben, on a des logements qui sont également répartis. Si le bleu c'est les bureaux et les services, eh ben, ils sont répartis un petit peu partout. Si le gris c'est l'industrie, ben, elle est aussi répartie un petit peu partout, et la production. Et c'est ça c'est la même chose pour tout le monde. C'est à l'opposé de la ville cloisonnée que l'on construit depuis des millénaires, mais ça s'est vraiment accéléré ces dernières décennies, à l'opposé de la ville cloisonnée, qui fait qu'on est obligé de prendre la voiture pour aller à l'université, à l'école, à l'hôpital, etc. Et donc là, c'est le facteur déclenchant qui permet d'avoir à portée de ville de retrouver de la proximité. Voilà. Et donc c'est aussi ce qui permettrait de réduire les temps de transport des gens de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures à 10 minutes, 20 minutes à pied, ou alors en prenant un quart d'heure, un transport en commun qui est situé à 10 minutes de chez soi. Voilà. Et ça, c'est vraiment un paramètre très important. Il pourrait y avoir quelque chose qui s'appelle la règle des 100 mètres. Ça veut dire que vous prenez un bâtiment vert, par exemple, là où il y a ma souris, dans les 100 mètres autour, il ne faut pas qu'il soit isolé d'un commerce, un bureau, une entreprise, de manière à ce qu'on garde cette homogénéité et cette granulométrie dans les fonctions de la ville, quoi. Et c'est aujourd'hui les grands désastres des cités dortoirs qui sont construits à l'extérieur des villes, c'est ça. C'est qu'on construit des villes de dizaines de milliers d'habitants, voire de centaines de milliers d'habitants, qui sont vides, parce qu'en fait, on a construit des immeubles, et puis il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'école, et du coup, ça reste vide. Et comme en Chine, il y a des exemples absolument catastrophiques où ils sont obligés de mettre de force des étudiants dedans pour le remplir, quoi. Voilà, donc la ville diversifiée, c'est un des points clés. Voilà, donc je termine donc là, donc c'est la ville connectée, hein, bien sûr. Donc l'idée, c'est de pas avoir des tranchées dans les rues et puis des distributions de chaque côté. C'est d'avoir des connexions qui se font d'immeuble à immeuble à travers les sous-sols. Pourquoi ça? Et la raison est simple, c'est que c'est de pouvoir faire évoluer le réseau. Ça veut dire que si vous partez d'un point A jusqu'à un point B, en fait, il y a pas de tranchée à faire. Il y a qu'à aller dans le sous-sol de l'immeuble et puis passer un câble. Les immeubles seraient reliés entre eux par des tunnels dans lesquels les hommes passent. Et là, donc, du coup, tout est possible. Si on veut faire passer 10 fibres optiques, on fait passer 10 fibres optiques. Si 10 ans après, on veut en faire passer 100, on en fait passer 100. S'il faut grossir un tuyau d'eau ou d'électricité parce qu'il y a une industrie qui se met là, eh ben, on peut le faire. Et on n'est pas limité par la ville et par l'ouverture des rues et des trottoirs qui est aujourd'hui extrêmement compliqué à faire. Voilà, et on a la même chose pour l'eau. Et on a la même chose, évidemment, pour l'information et le trafic, le trafic Internet, le trafic de données informatiques, etc.
Voilà. Donc je refais, c'est un petit, je vous laisse dérouler le film là tranquillement. C'est comment le terranisme pourrait se mettre en place sur l'Île-de-France en 50 ans de manière progressive. Donc là, j'ai traité avec un niveau de zoom la parcelle de Orléans. Donc là, vous voyez la forêt, l'aire urbaine, les aires de micro-agriculture intensive qui s'installent petit à petit au fur et à mesure du temps. Donc je répète que c'est sur des décennies, hein, ça se fait pas en 5 minutes. L'idée aussi, c'est que les gens aient envie, les gens qui sont isolés dans les campagnes, aient envie de retrouver une aire urbaine qui soit accueillante, dans laquelle il y a des services, dans laquelle il y a des gens, dans laquelle on retrouve de la proximité. Et voilà, au niveau ce que pourrait donner le déroulé au niveau du terranisme de l'Île-de-France, dans la première création de la première ceinture de forêt, les énergies renouvelables, la micro-agriculture intensive, le deuxième cercle de forêt, la construction des aires urbaines progressives, agriculture. Donc tout ça, évidemment, ça se fait en même temps, ça se fait progressivement. Moi, j'ai montré ça avec les moyens du bord sur ma vidéo. Mais l'idée, c'est que ça puisse être en permanence compatible avec la configuration actuelle des lieux et que c'est une tendance, c'est une évolution, une organisation du terrain qui permet d'aboutir à ça. Voilà, donc là, vous avez une image neuve qui est en rupture et qui pourrait être en 2075 la nouvelle configuration de l'Île-de-France. Voilà, donc Île-de-France 2075, 26 millions d'habitants, 60% de compensation carbone, 100% d'énergie renouvelable, 80% d'autonomie alimentaire, un réseau de transport de 10 000 km et des coûts d'infrastructure de l'ordre de 50% en moins. C'est pas des chiffres tirés du chapeau, hein, donc j'ai bossé suffisamment de temps pour trouver des sources et croiser des informations dans tous les sens pour arriver à ces résultats-là. Donc la conclusion, c'est que les solutions sont vraiment possibles. Donc quand on voit mon projet, on parle beaucoup souvent d'utopie, prospective, etc. On a du mal à imaginer qu'on peut le mettre en place. L'utopie, il est plutôt elle n'est pas tellement dans la réalisation, parce que vous avez vu qu'il y a rien de révolutionnaire au niveau des technologies. Au contraire, je me suis appuyé sur des choses qui sont entièrement maîtrisées aujourd'hui pour pas faire de paris technologiques sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable de faire ça. Et on est aussi capable de faire ça dans un monde économique qui est plutôt, on va dire, soit stable, soit en récession. Donc c'est possible. L'utopie, il est plutôt dans le fait d'imaginer notre propre capacité à se mettre en rupture et à imaginer qu'on puisse organiser le territoire de manière différente. Voilà, donc là, il y a quand même il y a un message qui est long et difficile à faire passer, mais je m'y emploie et je suis absolument motivé et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont partager cet enthousiasme avec moi au fur et à mesure. Voilà, sinon, donc la Ville Co, c'est une agence de terranisme, hein, donc la Ville Co, c'est la société que j'ai créée en 2016. Et donc, on vend grosso modo un an d'accompagnement d'une ville qui voudrait évoluer vers ce type d'organisation du territoire, même pas forcément pour de vrai, mais pour essayer, pour imaginer quelque chose de différent, et d'accompagner l'équipe qui est en charge de l'organisation et leur expliquer comment on peut être transversal sur les différentes disciplines pour arriver à ce résultat et comment arriver à le rendre possible. Voilà. Et sinon, où j'en suis, mais je vois que je suis un peu en retard, j'en suis désolé. Donc moi, je suis passé en mode projet, c'est-à-dire que je suis à peu près capable, n'importe quelle parcelle de territoire du monde, de proposer des solutions qui sont arrangeables et aménageables à la mode du terranisme. Je suis en relation avec le ministère de l'écologie, donc j'espère que ça ira plus loin. J'ai 2 prospects en Afrique, donc dont une capitale potentiellement, donc je suis assez fier de ça. Et puis je vais exposer à l'Urban World Forum de l'ONU à Kuala Lumpur au mois de février.
J'ai fait un book qui est consultable à partir de mon site et qui sera bientôt consultable sur les techniques de l'ingénieur. La vidéo que je vous avez vue aujourd'hui, je vais bientôt la mettre en ligne. Je suis en train de financer une image 3D de ce que va être le terranisme. Et puis, bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mon site internet et mettre des commentaires. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Je vais vous remercier et accueillir avec beaucoup de plaisir toutes vos questions. Alors, merci pour cette présentation. Donc, on va tout de suite passer aux questions pour pouvoir en faire le plus possible. Donc, première question, comment ce plan peut-il s'appliquer aux zones urbaines déjà développées? Alors, en fait, l'idée, comme vous avez vu hein, dans l'exemple que j'ai pris sur Paris, je ne détruis pas Paris. Hein. Si ça peut rassurer toutes les gens, je ne détruis pas Paris. Hein. Je n'ai pas la volonté de faire ça. Donc l'idée, c'est dans une structure urbaine existante, l'idée, globalement, c'est de relier, grâce à l'aire urbaine et ce qu'il y a de chaque côté, des structures urbaines déjà existantes. Voilà. C'est-à-dire que par exemple, on part d'Orléans, qui est une structure urbaine existante, d'accord. Donc on ne va pas refaire Orléans. Par contre, Orléans sert de base pour faire une cellule de terranisme et on développe l'aire urbaine à partir d'Orléans. Et quand on rencontre un village secondaire, alors je ne sais pas ce qu'il y a autour d'Orléans, mais enfin, je veux dire, il est préservé. Si la ville se développe en mode terranisme, il se développe autour. Il n'y a pas d'incompatibilité. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est d'un côté de pouvoir d'insérer le terranisme dans un milieu vierge, hein, comme on pourrait imaginer ça en Afrique ou en Asie, etc. Mais c'est vraiment aussi de pouvoir proposer cette solution-là dans les pays qui ont un tissu urbain fort. Donc, il ne s'agit pas de détruire les réseaux de transport, etc. C'est d'organiser la suite. Donc, on construit sur ce qu'on a et on organise la suite en mode il n'est jamais trop tard pour bien faire, quoi, et améliorer l'avenir. Voilà. Okay, alors, il y a beaucoup de questions sur cette partie-là où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui se demandent, quand on arrive en Île-de-France, etc., par quoi on commence pour installer le terranisme? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières étapes? Donc, la première étape, c'est un peu ce que j'ai essayé d'exprimer dans le film. La première étape, c'est de réserver le terrain. Et pour moi, la première étape, c'est d'arrêter l'expansion urbaine. Et dans tous les exemples que j'ai pu traiter, notamment à Shanghai, j'ai fait un exemple, puisque Shanghai est dans une situation urbanistique absolument terrible, avec un grossissement démesuré de la ville. Et la première chose, c'est d'arrêter la ville, le développement de la ville, avec une barrière de forêt. C'est-à-dire, pour moi, ça démarre par là. Voilà. Et donc pour Paris, ça pourrait être la même chose. On a de la chance d'avoir beaucoup d'aires naturelles et d'aires de forêt autour de Paris. Il faudrait les relier toutes et dire, à partir de cet endroit-là, on arrête de développer la ville. Mais évidemment, on peut pas dire, on arrête de développer la ville et puis on fait rien. Vous voyez, c'est un peu, ce qui est critiquable bon, je ne vais pas rentrer dans les polémiques évidemment, mais aujourd'hui à Paris, on dit voilà, il n'y aura plus de voitures dans Paris, mais c'est pas pour ça que donc on empêche les voitures de pénétrer dans Paris, mais sur les périphériques, c'est un enfer. Bon, l'idée c'est pas ça, c'est on arrête le développement de Paris avec la ceinture de forêt, mais tout de suite on crée l'aspiration grâce aux cellules de terranisme et cette aspiration qui va vers les villes secondaires. Et c'est-à-dire qu'en fait, on crée l'inverse de ce qui est en train aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Orléans, Chartres, Rouen, c'est en train de devenir la banlieue de Paris. Et si on continue comme ça, on aura dans un siècle une immense plaque urbaine qui ira de Orléans jusqu'à Amiens. D'accord. Et je dirais que ça va même plus loin, parce que quand on regarde une photo satellite, l'aire urbaine, elle se développe jusqu'à Bruxelles et jusqu'à Amsterdam. Et en fait, on voit que tout ça, ça va devenir un pâté de ville, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment inverser la procédure, c'est-à-dire, au lieu de reconcentrer sur Paris, de déconcentrer et de se redécharger dans une organisation pensée, conçue, dans le sens du développement, en s'appuyant justement sur les villes existantes et leur capacité de se développer avec une plus grande facilité et surtout une plus grande fluidité pour la qualité de la vie, pour les transports et pour l'économie. Voilà. Ok. Question travail. Comment gérer le changement de lieu de travail ou d'entreprise au cours de la vie? Serait-on par exemple obligé de déménager dans une autre cellule en cas de changement de travail? Alors, je vais répéter, mais c'est pas grave parce que là, on a perdu ces repères-là.
on a perdu ces repères-là parce que le déplacement de la ville et le modèle de la banlieue urbaine est devenu tellement universel que maintenant, on n'imagine presque plus, surtout en France, hein, en Allemagne, c'est pas tout à fait pareil parce que les gens aiment pas se déplacer en Allemagne, mais en France, enfin, je veux dire, prendre sa voiture une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ça fait peur à personne, quoi. D'accord? Mais on n'est pas astreint à ça. Et imaginer la ville diversifiée, c'est imaginer avoir du travail à côté de chez soi, hein. C'est-à-dire, au lieu de regrouper les usines dans des zones industrielles, ben, elles sont dispatchées partout et entre les usines, et ben, oui, il y a des services, il y a des logements, etc. Et donc l'idée, c'est que les gens ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir. C'est-à-dire qu'ils ont le choix entre eh ben, je veux tel boulot, je suis prêt à me déplacer, ou alors je privilégie les faibles temps de transport, eh ben, je trouve du boulot autour de moi. Et encore une fois, la diversité de l'ère urbaine, c'est quand même de retrouver un équilibre où les gens, je veux dire, entre l'agriculture locale et la production de matériaux recyclés, l'industrie locale, etc., on arrive à retrouver des cellules où il y a de l'emploi qui est globalement équilibré. Voilà. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est de moins voyager, qui est aussi une des clés pour limiter la production de carbone, hein, parce que bon, je veux dire, on parle de compensation carbone, ben oui, mais le moins on en produit, donc le moins on se déplace avec du pétrole, ou le moins on en roule, et le moins il faut en compenser, et le mieux c'est pour l'atmosphère terrestre, quoi, hein, globalement. Voilà. Alors, question suivante. Vous avez parlé tout à l'heure des 3 jours de survie à Paris. Euh, qu'est-ce que ça traduit selon vous? Quel manque ça traduit? Est-ce que ça traduit aussi finalement une évolution de la ville de Paris, en l'occurrence, qui a été mal pensée ou peut-être pensée trop au jour le jour? Bon, en fait, enfin, c'est la nature des choses, hein, qui a fait ça, et puis la nature de notre développement socio-économique dans l'ère post-industrielle, et notamment après-guerre. Et puis bon, le développement de la mondialisation et de la globalisation, évidemment. Enfin bon, moi je prends juste un exemple, hein. J'ai un copain qui habite à Bayonne. Il voit passer les camions dans lesquels il y a les légumes qui vont aller à Rungis pour revenir à Bayonne. Bon, enfin, voilà. Donc ça c'est un exemple, d'accord. L'autre exemple, c'est dans le bouquin de Rob Hopkins, là. En 2007, l'Angleterre a exporté 30 millions de tonnes de pommes de terre en Allemagne, alors que dans le même temps, l'Allemagne exportait 30 millions de tonnes de pommes de terre à l'Angleterre. Bon, ben voilà. Okay. Donc, et ça, c'est pas une vue d'esprit, c'est une dérive de notre système qui peut pas perdurer des siècles. Voilà. Donc l'idée de, mais aujourd'hui, enfin, il y a quasiment plus de stock. Les stocks, c'est dans les camions. Les fruits, les légumes, tout ça, enfin, c'est dans les camions. Hein, c'est transporté. L'orange, elle vient du Maroc, elle vient de ceci, ou l'avocat, il vient du Pérou. C'est devenu notre tendance naturelle. Mais pour limiter justement ces transports, pour limiter ces gaz à effet de serre, pour faire de la compensation carbone, etc., il y a un moment où il va quand même falloir réduire les distances, quoi. Et enfin, je pense qu'on y est. On y est. Mais pour réduire les distances, il faut produire localement. Et pour produire localement, il faut encore une fois que l'agriculture locale puisse être possible. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Parce Alors, qu'aujourd'hui, le blé comment dire, qui est produit à la sortie de Paris, ça se trouve, il vient en Russie, hein. alors justement, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, comment parvenir à l'autonomie alimentaire si les transnationales prennent le contrôle de la production alimentaire? Qu'est-ce que vous appelez transnationales? J'imagine les grandes entreprises agricoles. Ben, non, mais enfin, je veux dire, enfin, il y a une question, enfin, il y a une question clé là-dedans, hein, mais c'est sûr que les modes de production alimentaire. Alors, si vous avez vu dans le film, il y a des petites parcelles pour la production alimentaire. Et les petites parcelles, c'est quand même la clé de la capacité de production et des rendements. D'accord. Jusqu'à maintenant, enfin, l'agriculture post-période industrielle, bah, c'était de développer la technologie qui permettait que les rendements aillent de plus en plus fort. Mais maintenant, on est dans un palier. On va pas plus loin. D'accord. Et les sols sont appauvris et les sols sont lessivés. Donc, il y a forcément des choses aussi qui vont changer. Et dans les changements,
il y a, je pense, quelque part, un morcellement de cette agriculture, et il y a un morcellement, même si ça reste dans les mains. Un jour, il y a quelqu'un qui me disait, mais tu sais, Damien, c'est Coca-Cola hein, qui fera pousser les radis dans le métro. Bah ouais, ce sera peut-être Coca-Cola qui fera pousser les radis dans les cellules de terranisme. Moi, je suis pas là pour juger de ça, mais en tout cas, si ça pousse dans des parcelles qui font 1 hectare bordé de forêt avec des vergers, des animaux qui sont dedans, et que tout ça, ça cohabite et qu'on arrive à faire du commerce local, eh ben pourquoi pas, hein. Moi, je lutte pas contre le libéralisme, hein. Je veux dire, dans la ville dans la ville du terranisme, on peut manger du McDo, hein, et puis on peut s'acheter des jeans Levi's, hein. Non, mais je veux dire, voilà, enfin, je me bats pas sur ce front idéologique-là du tout. Pour moi, c'est le résultat qui compte, vous voyez. Et dans le résultat, il y a l'augmentation de la qualité de la vie et qui passe aussi par la qualité de l'alimentation, même si effectivement les grands, enfin les transnationaux, forcément les luttes économiques, elles vont perdurer, même dans un système comme ça. Je pense que les petits auront peut-être plus de facultés et d'opportunités pour gagner leur croûte sur 1 ou 2 parcelles, etc. Mais ça n'empêche pas que, bah oui, s'il y a des grands qui veulent acheter des parcelles, etc., bah, ils le feront. Mais l'important, c'est d'essayer de légiférer sur la taille. Vous voyez, mais sur la taille de la parcelle. Et si quelqu'un veut 100 parcelles, ben, il aura 100 parcelles. Alors, toujours sur l'agriculture, euh, deux questions. Concernant le déplacement des marchandises dans les zones présentées, comment assurez-vous ces déplacements? Alors, vous avez vu que donc c'est des ronds hein, que j'ai décidé, hein, d'accord. Donc tout autour des ronds, on peut tourner avec des super trains et avec des voitures et avec des camions, d'accord. Donc en fait, le sujet, c'est l'approvisionnement entre les super trains, c'est-à-dire les couronnes intérieures et extérieures, et puis l'intérieur de la ville. Voilà. Donc le vrai sujet, c'est ça. Et euh, je n'imagine pas, même si on était dans une transition qui avait la volonté véritable hein, de passer au terranisme, je n'imagine pas que ça puisse se faire directement sans voiture. Donc j'imagine que dans un premier temps, bah oui, il y a des routes avec des camions il y a peut-être des horaires pour livrer de manière à ce que pendant la journée, il y ait moins de voitures. Enfin bon, je sais pas, il y a des aménagements possibles. Mais l'idée quand même, c'est que à terme, si on se projette dans un siècle, hein, peut-être, vraiment, il y a une rupture de charge. Hein, ce qu'on appelle rupture de charge, c'est ben, on pose des marchandises et puis on les reprend. Il y a une rupture de charge qui se fasse en périphérie, hein, voilà, sur des parcs, sur des hangars aménagés, etc. Et oh, pardon, excusez-moi, on reprend ça avec des petits véhicules qui seraient des véhicules électriques, qui seraient manipulables à la main. Et surtout, ce qui est important, et là, au niveau de la qualité de la perception, de la qualité de la vie en ville, c'est tout le monde marche au pas, quoi. Voilà, c'est-à-dire tout le monde marche à la même vitesse, grosso modo. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des villes où les rythmes et les différences de vitesse sont incroyables, quoi. Je veux dire, entre les voitures, ben, voilà, les 4x4, les gens qui roulent vite, les BMW, les Porsche, les gens qui sont à vélo, les gens qui sont à trottinette, les handicapés sur leur voiture électrique, les gens qui sont en roller. Bon, tout ça, il y a des vitesses qui commencent à quand même être assez différentes et assez dangereuses, qui font que, par exemple, enfin, mes parents qui ont 80 ans, je les amène plus, enfin, c'est compliqué de les amener à Paris, quoi, par exemple, parce qu'il y a trop de différences de vitesse. Donc moi, je voudrais pouvoir les amener, mais c'est compliqué. Donc moi, je souhaite que la ville soit inclusive, d'accord? Et donc les gens ils puissent y être de leur naissance jusqu'à leur mort. Et donc pour ça, il faut qu'il y ait une certaine autonomie au niveau de la vitesse. Sinon, bah oui, je veux dire, c'est la ville pour la voiture ou la ville pour la voiture électrique, que ça et que ça et que ça. Et ben, je pense qu'on peut faire un petit peu autrement, quoi. Voilà. On va encore faire deux ou trois questions. Alors, toujours sur les zones maraîchères. Les zones maraîchères euh, pourraient-elles devenir également des zones de production énergétique par le biais de la production de biofuel? Selon vous, quel pourrait être l'impact économique? Alors, en fait, dans les premiers plans que j'avais faits, il y a une zone là, je l'ai minimisé un peu sur les derniers plans que j'ai faits, mais il y a vraiment une zone de 1 600 mètres continue sur toute la périphérie pour la production de biofuel. Voilà. Parce que,
parce qu'il faut imaginer la transition, quoi. Voilà. Et donc, bon, le pic pétrolier, il est en train d'arriver, ou il va arriver dans 20 ans, enfin bon, peu importe, mais il y a un moment où il y a une transition, il va falloir faire la transition avec des quantités de carburant qui vont diminuer, mais avec une technologie qui va être encore existante. Tous les moteurs à piston. Aujourd'hui, on dit oui, en 2030, toute la voiture électrique. Non, je veux dire, faut être réaliste, quoi. Hein. Les voitures électriques, c'est 0,00001%, même si Tesla fait, je sais pas combien, 1000 voitures par jour. En 2030, on sera à 2%, ou à 5%, mais on ne sera pas à 95%. Donc, le moteur à combustion, bah oui, on va encore s'en servir. L'idée, c'est vraiment de mélanger les genres et d'arriver à trouver des énergies qui se compensent. Alors, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais l'idée, c'était quand même que la production de biofuel, elle soit vraiment à côté de la production d'électricité. Donc, en fait, pour aller jusqu'au bout, la première couronne pour l'agriculture, ce serait de la culture de biofuel. Après, on attaque la deuxième couronne serait la microagriculture intensive avec les vergers, l'élevage dans les forêts de vergers, etc. Parce que ça demande du soin, de l'entretien de la part des gens qui cultivent, et une très grande compétence et une très grande attention. Et donc ça nécessite de la proximité. Voilà. Et dans la partie intérieure, qui est plus loin de la ville, les cultures qui demandent peut-être plus de place, hein, mais par contre qui demandent moins d'attention, comme la culture céréalière ou la culture de coton ou de lin ou ce genre de choses. Voilà. Voilà comme j'ai imaginé que ça peut être organisé, mais bon, d'un autre côté, il y a peut-être d'autres manières de le faire, hein, et là, moi, je suis complètement à l'écoute de l'optimisation de ce genre d'organisation. Alors peut-être pour finir, deux questions sur le déroulement de votre projet. Quelles sont les principales contraintes euh, pour vous, pour convaincre les interlocuteurs en responsabilité, et quels sont les principales retours que vous avez par rapport aux responsables à qui vous pouvez présenter votre projet? Alors, il y a quand même moi j'ai une difficulté que je cache pas, hein, c'est qu'il y a quand même une rupture d'imaginaire et de l'avenir au niveau de l'organisation du territoire, parce que on n'a jamais imaginé d'organiser le territoire comme ça, à des échelles comme ça. Donc c'est en rupture. Donc pour les gens qui fabriquent la ville, qui fabriquent le territoire, etc. Aujourd'hui, c'est quand même relativement difficile de changer de paradigme comme ça, quoi. Donc, bah oui, il faut faire ses preuves. Donc, pour faire ses preuves, il faut faire un premier projet, etc. Par contre, je pense que il y a des phénomènes, il peut y avoir il va y avoir des phénomènes déclencheurs. C'est qu'on est quand même time to market. Ça veut dire en gros qu'il y a quand même beaucoup de pays qui sont au pied du mur, quoi. Hein. Il y a beaucoup de capital dans le monde où les contraintes environnementales et sociales deviennent inacceptables, quoi. Enfin, ou difficilement supportables. Alors, soit la résilience fait que on s'adapte, hein, et puis ok, ça continue comme ça. Mais je désespère quand même pas qu'il y ait des gens qui se disent bon, on va peut-être essayer de trouver des solutions pour faire autrement, quoi. Et là, le terranisme est là. Ouais, c'est ce que j'essaye de promouvoir. Je dis pas que c'est facile, mais si je vais à Kuala Lumpur à un salon de l'ONU, bah oui, c'est pour montrer qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles, et en plus qui sont possibles euh, en répondant à toutes les problématiques d'un coup. Voilà. En fait, c'est ça qui peut paraître un peu Ouais, prétentieux un ou peu de incrédule. promesse. Et il disait, bon, attends, ils nous vendent quoi là? Ils nous vendent, voilà, mais non, en fait, non. Je veux dire, c'est vraiment essentiellement une question de rupture, de changement de paradigme, d'imaginer, de se concerter, de s'organiser, de faire travailler les gens transversales, etc. Mais c'est possible. Et moi, c'est vraiment un message d'espoir. Enfin, moi, j'ai deux filles, hein, qui ont 17 et 20 ans. Moi, je préfère imaginer mes enfants dans des cellules de terranisme, même si c'est à 20 km d'Orléans, dans lequel il y a la fac pour ses enfants, le commerce, l'industrie, le machin, le truc, etc. à côté, plutôt que dans les gratte-ciel qui sont dessinés dans le Ghost in the Shell ou dans Blade Runner, quoi. Voilà. Enfin, voilà. C'est ce qui m'anime. Et c'est ce qui me pousse dans mes retranchements, dans mon travail, pour essayer d'aller plus loin et de faire passer le message. Ok. Alors, je vais faire deux questions, mais il y en a une à laquelle vous venez de répondre. Quelle est
qu'est-ce qui s'oppose aujourd'hui principalement au terranisme. Donc, on va dire que c'est plutôt le côté rupture Ouais. pour convaincre. Je pense que c'est la difficulté de. Vous savez, aujourd'hui, enfin, notamment, enfin, si je prends l'exemple de la France, hein, on est dans des systèmes décisionnels au niveau de la collectivité territoriale qui sont extrêmement liés aux politiques et au local, d'accord. Et on a, enfin, c'est comme ça hein, en France, hein, bon, c'est comme ça aussi dans d'autres pays, mais des échéances de mandats qui sont très courtes. Et aujourd'hui, trouver quelqu'un qui va dire ben, je vais engager mon territoire dans cette direction, alors que ça va être au-delà de mon mandat, vous voyez, ça c'est compliqué. Et ça, c'est vraiment compliqué. Même si, parce que, ben oui, la personne, elle veut être réélue dans 4 ans, elle veut pas être réélue dans 30 ans. Et donc, ça c'est un vrai frein. Ça, j'en ai bien conscience. Mais bon, voilà, il y a peut-être pas le choix que soit de s'enfoncer dans la construction de la ville inexorable, soit de faire autrement. Voilà. Dernière question, est-ce que le terranisme a des défauts? Ouais. Est-ce que le tyrannisme a des défauts? Bah oui, évidemment, il a des défauts parce qu'il est, même si j'attache une très grande importance à la pluridisciplinarité, pardon, et au regroupement des spécialités. Évidemment, on ne peut pas tout voir, évidemment, on ne peut pas rendre tout le monde content, évidemment, on ne peut pas tout faire. Par contre, c'est quand même une tâche auquel je m'attache. Je souhaite pouvoir avoir un exemple concret dans les mois, les années qui viennent, parce que là, les défauts, on les verra venir. Mais une des choses qui est extrêmement importante aussi, puisque je pense que le terranisme, on est vraiment dans un exemple qu'il faut construire en mode test and learn, hein, ça veut dire on essaye, on fait, et puis on apprend de nos erreurs, etc. Je pense qu'il faut vraiment le faire comme ça. C'est pour ça que le développement progressif du terranisme, c'est ben oui, on fait un bout de parcelle comme ça, et puis on organise la ville, et puis là on se rend compte que ça marche pas. Bah oui, pourquoi? Bah parce que je sais pas, on n'a pas assez d'arbres, on a prévu trop de gens, on n'a pas prévu assez d'industrie, etc. Il y a des poches sociales qui se créent avec des exclusions qui se font, etc. Donc on va pas faire comme ça, mais donc on s'est trompé là, mais le prochain kilomètre on va faire autrement. Et au bout de 10 kilomètres, ben là ça marchera quoi, et là on fera plus d'erreurs. Donc des erreurs, oui, bien sûr, il y en a partout. Hein, je n'aurai pas la prétention, hein, mais il y a une espèce de, je dirais, je m'attache plus à la volonté de cohérence et d'avoir voilà un discours qui essaye de révéler cette cohérence. Voilà. Très bien, très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Damien, merci beaucoup pour cette présentation et pour toutes ces réponses à ces questions qui étaient très intéressantes. Voilà. Un grand merci à toi, Pierre, et puis ben, un grand merci à tous. Et puis ben, consultez mon site, hein, faites-moi des messages. Voilà, je suis vraiment là pour vous y répondre. Alors, on précisera évidemment sur la vidéo qui va être publiée dans la veille actu et qui sera la vidéo donc, de cette présentation, tous les liens pertinents pour accéder au site de Damien et toutes les informations corollaires. Et je vous rappelle qu'on a déjà fait une conférence avec Damien que nous remettrons aussi en lien à la fin de cette vidéo. Très bien, merci beaucoup. Le webinaire a duré un peu plus d'1 heure, mais vous êtes toujours là, donc ça veut dire que vous étiez intéressé. À bientôt pour un prochain webinaire. Et puis encore merci pour votre attention. Un grand merci à tous. Au revoir. Au revoir.